Voilà, merci beaucoup. Alors, je vous présente Alice Ruet, qui va avoir 3 conférences aujourd'hui. La première maintenant, pendant 1 heure. Madame Ruet est ingénieure agronome, docteur en éthologie. Elle a travaillé ici, de l'autre côté de la route, là-bas, chez Anya, pendant près de 2 ans. Hein. Oui. Donc, elle connaît bien la Suisse. Actuellement, elle est ingénieure de projet à l'IFCE, là où il y a le cadre noir à Saumur. Et son projet là-bas porte sur l'optimisation du bien-être des chevaux, donc c'est vraiment son domaine. Hein. Voilà. Donc, je te passe la parole, Alice. Bonjour. En attendant de régler les petits problèmes techniques... Récurrent, non, il n'y a pas de problème. Donc ma présentation, elle va porter sur un protocole justement d'évaluation du bien-être. Donc ça va suivre complètement ce qui a déjà été dit ce matin avec je sais pas. Donc ça va vraiment, on va reprendre certaines... Ah, parfait. On va reprendre vraiment ce qui s'est dit ce matin et je vais vous parler plus spécifiquement d'un protocole qui a été développé avec une application mobile. Donc on va pouvoir on va la tester ensemble, je la diffuserai à l'écran. Voilà. Donc comme je vous disais, on va juste revoir un tout petit peu... En fait, c'est toujours intéressant de voir les différentes personnes qui vont expliquer plus ou moins la même chose, parce que le concept de bien-être, finalement, il est quand même assez complexe. Et puis le fait de développer des protocoles qui permettent de le mesurer de manière efficace, Barbara a beaucoup insisté sur la qualité des mesures, le fait qu'elles soient valides, etc. C'est très important. Donc je vais vous retracer un peu tout l'historique du protocole que l'on appelle Cheval Bien-être en France et de l'application qui a été développée sur cette base-là. À plusieurs endroits, vous verrez qu'il y a des liens vers des webconférences, vers des articles qui sont publiés, notamment sur les plateformes de l'IFCE en France. Donc n'hésitez pas à aller les consulter, comme vous avez le diaporama dans votre clé USB. N'hésitez pas à aller voir ces documents-là. Alors, donc c'est intéressant, je m'attendais à ce qu'on parle de la définition du bien-être de l'ANSES, donc c'est super parce qu'elle n'a pas été citée, et vous allez voir qu'elle reprend exactement les mêmes éléments que Barbara a cités précédemment, mais ça donne une autre façon d'expliquer ce qu'est le bien-être. Donc nous, l'ANSES, alors j'ai noté parce que l'acronyme ne correspond pas vraiment au nom de l'agence, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en France, qui a édité cette définition du bien-être sur la base de toutes les publications scientifiques qui sont disponibles sur le sujet, et donc qui définit le bien-être comme un état mental et physique, les deux, positif, d'un animal, qui va être lié au fait qu'il satisfasse ses besoins physiologiques et comportementaux et ses attentes. Et peut-être le point le plus important, et Barbara a beaucoup insisté sur ça, c'est que cet état varie en fonction de la perception de la situation de chaque animal. Typiquement, dans une écurie ou dans un groupe de chevaux qui vit à l'extérieur, les animaux sont plus ou moins tous dans les mêmes situations. Par contre, en fonction de comment chacun va percevoir la situation, on peut avoir des états de bien-être qui vont varier dans ce groupe de chevaux, qui sont dans les mêmes situations. Donc c'est le nerf de la guerre, ce point-là de la définition. Ah oui. Et donc, on a besoin d'indicateurs pour pouvoir évaluer de manière fiable ce bien-être. Un indicateur, en fait, c'est un signe, c'est un indice qui va nous permettre d'objectiver l'état de bien-être d'un animal. Voilà. Donc je reprends vraiment ce que Barbara a déjà dit. Donc voilà, le bien-être, on peut penser assez rapidement à l'état de santé physique, mais il y a tout un aspect mental, et ça prend une part très importante dans les études sur ce sujet-là. Et dans la santé mentale, on prend en compte les émotions. Hein. Il est maintenant très admis que les animaux expérimentent des émotions négatives et positives, et ça, c'est un champ de recherche qui est très très actuel. Par rapport aux émotions, on va considérer tout de même que vis-à-vis du bien-être, c'est vraiment un état qui va être chronique. Et ça, j'en reparlerai quand je présenterai certains indicateurs comportementaux qui sont dans le protocole. Voilà, on peut considérer qu'un animal qui est dans un état de bien-être global peut avoir une émotion négative ponctuelle, mais en fait, ce qui va compter, c'est son état chronique et son état permanent.
Et donc toute cette santé physique et cette santé mentale générale, elle va dépendre, je reprends la définition, hein, si le cheval peut satisfaire ses besoins et ses attentes. Le concept d'attente, il est assez complexe aussi. En fait, on considère que les animaux peuvent anticiper certaines choses, et donc ils vont avoir certaines attentes par rapport à leur environnement. Et donc ça, c'est vraiment un aspect qui est pris en compte dans cette définition de l'ANSES. Et donc ça va dépendre aussi du fait que l'animal s'adapte ou pas. Hein. Barbara parlait tout à l'heure des capacités d'adaptation. Chaque animal va avoir ses propres capacités d'adaptation. Donc il faut bien garder en tête que c'est quelque chose qui est subjectif, totalement subjectif. Ici, dans cette salle, on est tous plus ou moins dans la même situation, sauf que moi qui présente devant vous, donc qui suis un peu stressé, je pense que mon état de bien-être est peut-être un tout petit peu dégradé par rapport au vôtre qui écoutez de manière plus détendue. C'est exactement ça, c'est qu'on est tous dans une situation qui est similaire, par contre on la vit tous d'une manière qui est différente. Et il faut garder en tête que c'est aussi un état chronique, et ça c'est aussi un point difficile pour trouver des indicateurs qui évaluent un état chronique. Et on peut considérer que en fait, le bien-être va varier sur un continuum qui va d'un bien-être très dégradé, d'un mal-être, à un état de bien-être très bon. Alors, je vais aussi revoir avec vous quelque chose qui est très important. Barbara a beaucoup insisté sur le fait qu'il y a deux types en fait, de mesures qui vont nous permettre d'évaluer le bien-être. Des choses qu'on va regarder directement sur l'animal, et c'est ça qu'elle a appelé les mesures animales centrées, en fait, on pourrait dire ça en français, les mesures basées sur l'animal. Et un autre type de mesure qui va être ce que l'on regarde dans l'environnement. Ça, elle a vraiment insisté dessus. Et en fait, j'ai fait vraiment un rappel de ça, parce que les protocoles d'évaluation qui sont disponibles, ils incluent tous ces types de mesures. Donc c'est très important. En fait, de manière un peu schématique, on pourrait résumer ça comme ça. La santé mentale et la santé physique des animaux, je vous l'ai dit, elle va dépendre de ce que le cheval perçoit et de ce qu'il ressent. Le fait qu'il puisse satisfaire ses besoins, le fait qu'il ait il anticipe certaines choses dans son environnement et qu'il ait des attentes, le fait qu'il s'adapte, ça va plutôt dépendre de ce que nous, on va apporter au cheval dans son milieu de vie. Et on a une distinction, alors en français, elle se fait, c'est vrai qu'en anglais, je suis moins sûre, mais en français, on fait la distinction entre deux mots, la bientraitance et le bien-être. Et bien souvent, le bien-être est pris pour de la bientraitance, en fait. Donc, la bientraitance, ça va être ce que nous, on va apporter au cheval. Pour l'aider à satisfaire ses besoins, à satisfaire ses attentes, à s'adapter correctement à son milieu de vie. Mais le bien-être, c'est changer la lunette d'observation et regarder ça d'un autre œil. Et en fait, c'est ce que le cheval, lui, perçoit et ce qu'il ressent. Voilà. Et donc, on retombe sur le fait qu'on ait des indicateurs, des mesures différentes pour les deux choses. C'est qu'en fait, ce qui va relever de la bientraitance, donc ce que nous, on apporte aux animaux, c'est des choses qui vont être observables dans l'environnement. Comment on nourrit le cheval, comment on le sort, quel matériel on utilise. Ça, c'est des choses que nous, on apporte, d'accord ? C'est pas ce que l'on mesure sur le cheval lui-même. Ce que l'on mesure sur le cheval lui-même, donc c'est les indicateurs animal centrés ou basés sur l'animal, relevés sur l'animal. Et c'est ça, en fait, qui va nous indiquer de manière la plus... Enfin, c'est avec ça qu'on va approcher au maximum l'évaluation du bien-être d'un animal. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc, dans les protocoles qui ont été développés, quand on a la chance d'avoir des indicateurs sur l'animal, eh ben c'est super parce que c'est quand même ce qu'on cherche en priorité. Mais il y a des choses que, pour l'instant, on n'arrive pas encore à bien évaluer en prenant en compte l'animal. Donc là, on va repasser sur de la bientraitance et donc regarder ce qui est apporté au cheval, plutôt dans les pratiques, en fait. Voilà. Et donc toutes ces mesures, elles sont regroupées dans des protocoles d'évaluation. Barbara vous a expliqué le protocole Welfare Quality, pardon. Donc ça, c'est vraiment la base. Donc, il dérive des 5 libertés dont elle vous a parlé juste avant. Il faut se rendre compte que c'était un programme qui était de très grande ampleur, enfin qui est de très grande ampleur, puisqu'il a réuni de très nombreux organismes de recherche, des partenaires professionnels qui ont travaillé de nombreuses années sur ces protocoles-là. C'est à l'échelle européenne. Hein. Et donc, tous ces travaux ont débouché sur la production de protocoles d'évaluation du bien-être dans les élevages, mais qui concernaient, vous voyez, les animaux d'élevage, donc les vaches, enfin les bovins de manière générale, les porcs et les poulets. On n'a pas de protocole Welfare Quality applicable au cheval aujourd'hui. Par contre,
Alors juste dans la structure, je ne vais pas revenir dessus puisque Barbara vous en a beaucoup parlé, mais il faut voir que ce qui a été défini dans ces travaux-là, c'est que le bien-être va dépendre de 4 grands principes: une alimentation qui est adaptée aux animaux, un bon hébergement, un hébergement approprié, une bonne santé et la possibilité pour les animaux d'exprimer les comportements de leur espèce. Et chacun de ces grands principes va être décliné en mesures, mais ça on reviendra un peu plus en détail, notamment dans le protocole que je vais vous présenter. Donc ça aussi, Barbara en a parlé. C'est vrai que ces protocoles-là de welfare quality, donc pour les bovins, les porcs et les volailles, ils sont très intéressants parce que donc sur la base d'un certain nombre de mesures, on va pouvoir évaluer ces grands principes d'une bonne alimentation, d'un bon logement, etc. Et il y a des statisticiens qui ont vraiment travaillé dessus. C'est des statistiques qui sont très poussées pour établir des scores pour chacun de ces grands principes et à la fin attribuer une note globale à l'élevage. Et donc ces élevages sont ensuite classés dans 4 grandes catégories en fonction du score qu'elles obtiennent. Donc des élevages excellents, renforcés, acceptables ou non classés pour ceux qui ont les scores les plus bas. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est des protocoles qui sont très lourds à mettre en place sur le terrain. Encore une fois, le calcul des scores est assez complexe. En fait, c'est vraiment des protocoles qui sont applicables par des experts, à la fois dans la mise en œuvre et après pour obtenir des résultats qui sont fiables. Donc, pour l'instant, on n'a pas du tout parlé du cheval. Alors, il existe un certain nombre d'outils qui sont déjà disponibles pour évaluer le bien-être des équidés dans leur milieu de vie. On ne va pas parler de la situation d'utilisation des animaux, c'est vraiment dans le milieu de vie. Il y a un protocole de l'université de Wageningen qui est très similaire au Welfare Quality et qui est, à mon sens, aussi assez compliqué à mettre en œuvre et à calculer les résultats. Barbara a parlé du protocole AWIN, et donc c'est vraiment la base du protocole que je vais vous présenter aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été reprises de ce protocole. C'est un protocole qui a été mis en place au cours d'un programme européen avec l'université de Milan. Et il existe une application mobile pour mobile et tablette qui est disponible pour ce protocole-là. C'est une application qui est en anglais, mais qui peut tout à fait être réalisée sur le terrain. En France, on a un protocole de la Ligue française de protection du cheval qui a été développé, qui comprend quelques indicateurs aussi. Il existe aussi le protocole AWIN pour les ânes, du coup. Et dans les pays en voie de développement, il y a aussi un outil qui permet d'évaluer le bien-être des équidés de travail dans ces pays-là. Donc voilà, il y a un certain nombre d'outils qui existent déjà. Je parlais du fait que les mesures... En fait, on ne va pas intégrer n'importe quoi comme mesure dans ces protocoles-là. Barbara a parlé de beaucoup de critères de validation, le fait que ça soit assez sensible pour détecter des choses, qu'on mesure bien ce que l'on a envie de mesurer. Donc en fait, il faut voir que derrière tous ces protocoles-là, il y a tout un travail de tester ces mesures, de bien vérifier que ça fonctionne, qu'entre 2 personnes qui vont noter, elles vont noter de la même façon, parce que sinon on a des résultats différents et qu'est-ce qu'on conclut. En fait, il faut voir que c'est vraiment du travail de longue haleine et qui se poursuit encore aujourd'hui. Le protocole que je vais vous présenter aujourd'hui, il est tout à fait possible qu'il continue à évoluer avec les nouvelles connaissances que l'on a et les nouveaux indicateurs qui vont être développés et validés. Voilà. Vous avez, donc en bas de la diapo, des liens aussi pour retrouver ces protocoles dont on vient de parler. Alors, plus spécifiquement donc, sur ce protocole cheval bien-être, pour vous expliquer comment ça s'est passé en France. Donc, on avait du coup les outils dont je viens de parler, là, le protocole AWIN par exemple, mais qui est disponible en anglais. Et en France, on ne parle pas très bien anglais. Donc, il y a eu une vraie demande des professionnels sur le terrain pour avoir quelque chose qui soit en français déjà et facile d'utilisation sur le terrain. Et donc, ça a été une demande qui a été portée au niveau du conseil scientifique de l'IFCE qui finance des projets de recherche. Et donc, ce projet a bénéficié d'un financement de 2 ans. Et qui continue encore aujourd'hui, qui a été prolongé. Donc c'était à la base, c'est vraiment, même si nous, en tant que scientifiques, on a ces protocoles qui sont disponibles, à la base, il y a aussi une demande de la part du terrain d'avoir quelque chose qui soit applicable, facilement applicable pour eux sur le terrain. Le travail, il a été fait en collaboration donc, avec l'IFCE, l'INRAE, parce qu'on travaille, enfin, on est
En tant qu'agent IFC, on est détaché dans des INRAE, donc des labos de recherche, et c'est un protocole qui a été fait donc avec l'Université de Milan, enfin un travail en collaboration qui a été fait avec l'Université de Milan. Et il est très basé sur le protocole Awin-Horst, qui lui-même est dérivé du welfare collective. Vous voyez, en fait, la roue n'est pas réinventée, on réutilise déjà ce qui a été fait. Mais il y a eu quelques petits changements, et comme je vous disais, il va continuer à y en avoir, parce que en fait, ça évolue tout le temps. Donc ça, c'était le point de départ. À la suite de ce point de départ, donc, dans les indicateurs du protocole Awin, il y a eu plusieurs phases de donc, repasser en revue tous ces indicateurs, en revalider certains ou pas, intégrer de nouveaux indicateurs, et ça, je vous parlerai un peu de mon travail de thèse, parce que certains indicateurs sont issus de ce travail. Certains indicateurs ont aussi été un tout petit peu adaptés. Et au final, ce protocole, il est construit pour évaluer un groupe de chevaux adultes. Je vous expliquerai pourquoi un groupe plutôt qu'un seul cheval. En fait, il y a une raison. Mais voilà, ce protocole, il est plutôt pour un groupe. Et en fait, pour chacun des grandes mesures qui sont mises dedans, on va calculer le pourcentage de chevaux qui est satisfaisant pour cette mesure-là, selon des seuils qui ont été définis soit dans la littérature scientifique, soit par le terrain, mais si c'est des seuils qui ont été définis par le terrain, après ils sont quand même validés dans la littérature. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça, vous inquiétez pas. Et depuis la mise en œuvre de ce protocole-là, donc en 2020, il a été décliné dans beaucoup de structures pour voir un peu de quelle façon il peut s'adapter au terrain. Donc il y a à peu près, aujourd'hui on atteint les plus de 1000 chevaux qui ont été testés avec ce protocole-là, dans beaucoup de structures différentes, les élevages, les centres équestres, les courses aussi, je vous présenterai des résultats sur les courses cet après-midi, des nouveaux logements qui se développent, comme les écuries actives, ça on en parlera plus cet après-midi. Voilà. Alors en lui-même, le protocole, donc, vous avez donc les références pour retrouver ce protocole et puis l'application. En fait, le protocole il a été publié en juillet 2020. C'est un petit pavé de page qui comprend tous les indicateurs, leur description et comment on les mesure, parce qu'il voilà, il faut pas faire ça, enfin il faut faire ça de manière standardisée, on dirait, tous de la même façon. Donc c'est vraiment décrit qu'est-ce qu'on regarde et comment on le regarde. Il y a une grille de saisie qui est attenante à ce protocole, qui permet de relever les données. Et depuis 2022, ce protocole il a été transféré donc, sur une application que je vais vous montrer, tout simplement pour faciliter en fait, l'utilisation sur le terrain. Donc on retombe toujours sur la structure qui est toujours la même, dont on a parlé depuis ce matin. Qu'est-ce qu'il y a dans ce protocole-là? Donc on part des 4 grands principes, le fait que les chevaux aient une alimentation adaptée, un bon hébergement, une bonne santé et la possibilité d'exprimer les comportements qui sont propres à leur espèce. Donc les 4 grands principes de couleur à gauche. Ces 4 grands principes sont ensuite déclinés dans des critères un peu plus précis. En fait, ils viennent préciser les grands principes. Si on prend par exemple dans le grand principe de l'hébergement, on va regarder quoi? On va regarder le confort autour du repos, le confort thermique dont Barbara a parlé, la facilité de mouvement. Ça, c'est des critères qui ont été choisis. Et pour chacun de ces critères, ensuite, on a tout à droite donc les mesures qui sont prises pour évaluer si les critères et les grands principes sont satisfaits. Donc on ne va pas tous les voir, mais je vais en passer quelques-uns en revue avec vous. Donc, on ne s'était pas concerté, mais moi aussi je comptais vous parler de la note d'état corporel. Pourquoi? Parce que c'est une mesure qui est prise sur l'animal, donc c'est vraiment une mesure cheval-centrée, animal-centrée. Et ça va nous donner des informations sur le principe de l'alimentation. Et ça, c'est intéressant. Alors, dans le protocole, il y a plusieurs façons de faire. Dans le protocole, la façon la plus simple qui a été choisie, c'est celle-ci, c'est de regarder simplement 3 sites. Tout à l'heure, Barbara a parlé de beaucoup plus de sites sur le corps du cheval. Dans l'application, il y a ces 3 sites-là. On peut dire qu'ils sont assez majeurs parce que le site des côtes, par exemple, c'est la partie du cheval où le score va être le plus important, on pourrait dire. Donc, dans le protocole, c'est ces 3 zones qui sont priorisées. Et donc le protocole va expliquer comment faire l'évaluation et comment noter. Alors chaque zone va être notée sur un score qui va de 0, qui est un cheval vraiment très maigre, à 5, un cheval très gras. Et en fonction du score final de ces 3 zones, c'est un petit calcul, c'est pas juste une addition, c'est vraiment un petit calcul qui se fait.
on va obtenir un score total pour l'animal, et dans le protocole, le seuil qui a été fixé pour considérer que c'est satisfaisant, c'est un score entre 2,5 et 3,5. Vous verrez tout à l'heure dans les résultats dont je vais vous parler que, par exemple, pour certaines populations de chevaux, comme les chevaux de course, on ne tombe pas dans cette zone-là. Et donc ça veut dire que c'est des seuils qui vont évoluer, ou qui vont être adaptés à certains chevaux et pas à d'autres. Voilà, ça c'est des précisions qui vont être apportées dans les prochaines années. Pour l'instant, elles ne sont pas dedans, mais voilà, comme je vous disais, ça va évoluer, ça va continuer à changer. Un score qui est considéré comme non satisfaisant, ça va être un score en dessous de 2,5, donc un cheval vraiment très maigre, ou au-dessus de 3,5, un cheval qui est trop gros. Et je suis d'accord avec Barbara en disant que c'est plutôt les scores trop hauts qui sont aujourd'hui observés sur le terrain. Alors souvent, quand je donne des cours, j'aime bien montrer ces deux chevaux, avec normalement, alors je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas, leur poids. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça c'est... désolé. Je vous ai spoilé à cause de l'ordinateur. En fait, voilà, cette note d'état corporel, pour voir sur le terrain comment ça se passe, c'est vrai que, de mon expérience, c'est pas quelque chose qui est fait couramment, la note d'état, par des détenteurs. Souvent, on va regarder l'animal de manière générale et puis le peser, ou alors essayer d'estimer son poids avec, vous savez, les rubans qu'on va mettre autour du thorax, etc. Mais la note d'état, donc vraiment palper certaines zones et noter d'une façon standardisée, c'est pas vraiment fait. Donc souvent, je présente ces deux chevaux qui sont dans l'écurie où je travaille. Donc les deux sont pesés, on voit qu'il y en a un qui fait plus de 600 kg et l'autre qui approche les 600 kg. Et souvent, je demande aux étudiants de me dire est-ce que le cheval numéro 1, donc à gauche, qui considère que ce cheval est en surpoids, donc les étudiants lèvent la main ou pas. C'est rare que tous les étudiants lèvent la main. Hein. Et je demande la même chose pour le cheval de droite. Et en fait, quand on fait les notes d'état de ces chevaux-là, donc en les faisant, donc en palpant vraiment les zones, on se rend compte que le cheval de gauche, il y a assez peu de surprises, on voit que la note d'état est haute. La limite, je vous rappelle, c'était 3,5 dans les notes les plus hautes. Mais le cheval de droite, c'est vrai que juste à l'observation, on pourrait se dire, ce cheval, il est bien. Alors c'est vrai que sa note d'état est un tout petit peu supérieure. Je ne qualifierais pas ce cheval de cheval en surpoids. Par contre, il y a peut-être quelque chose à revoir dans son alimentation, revoir les rations, qu'est-ce qui est apporté, qu'est-ce qui est en parallèle, quelle est son activité physique en parallèle, vous voyez. Donc ça, c'est important, et ces protocoles d'évaluation, ils ont cette qualité-là, c'est-à-dire de fournir des choses qui sont vraiment mesurables, d'une manière standardisée pour tout le monde, et d'avoir des résultats qui sont standardisés et pas juste se baser sur de l'œil ou le ressenti. C'est important, mais c'est pas suffisant. Alors, sur le grand principe de l'alimentation, là, on vient de voir une mesure centrée sur l'animal, parce qu'on regarde l'animal. C'est l'animal qui nous dit, en fait, qui nous informe de ce critère-là. Il y a la partie comment le cheval est nourri, ça, on passe, d'accord, dans la bientraitance. En fait, qu'est-ce qu'on apporte au cheval pour qu'il puisse satisfaire ses besoins. Donc ça, c'est une mesure qui est centrée sur l'environnement, du coup. Et dans le protocole, les critères qui ont été fixés pour que l'apport en fourrage soit satisfaisant, c'est que un cheval reçoive au moins 1,5% de son poids vif en matière sèche, pas en matière brute de fourrage. Donc ça correspond à peu près pour un cheval de 500 kg à 9 kg de foin par jour. Ça, c'est la limite qui a été fixée. L'idéal, c'est bien sûr que ça soit plus. Et puis, dans le mode de distribution aussi, il est pris en compte, c'est-à-dire qu'on va considérer satisfaisant un cheval qui a à volonté ou au moins 2 distributions par jour. Pourquoi ? En fait, vous savez que dans des conditions naturelles, le cheval va passer une grande partie de sa journée à s'alimenter. Et donc, le fait d'échelonner ces distributions dans la journée, c'est très important parce que ça permet de ne pas laisser des plages horaires trop grandes sans que le cheval puisse ingérer des fibres. Là, ce qui est considéré comme non satisfaisant, donc c'est des quantités qui sont inférieures à celles que je vous ai données, et puis, comme je vous disais, en une distribution, par exemple, par jour, ou lorsque le cheval aura fini de manger sa quantité, il risque de passer, en fonction de l'hébergement dans lequel il est, mais s'il est en box et que toute la quantité est donnée le matin, par exemple, on peut supposer qu'arrivé en fin de journée et toute la nuit, le cheval n'ait plus rien à ingérer. Donc voilà, ça c'est un exemple de critère qui a été fixé. Si on passe sur le critère le grand principe de l'hébergement adapté, donc
quelque chose qui est primordial, c'est bien sûr les sorties. Alors, c'est une question qui ne va pas se poser pour des animaux qui vivent à l'extérieur en continu, mais par contre, elle se pose chez des chevaux qui vivent en box. Dans ce protocole-là, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que... Alors, donc, dans les sorties, ce qui est considéré, c'est pour un cheval qui vit en box, c'est les sorties liées au travail, en fait, à l'utilisation, et les sorties en liberté. Les deux critères sont séparés, en fait, parce qu'on considère que des sorties pour le travail n'ont pas les mêmes effets que des sorties en liberté pour les animaux. Et donc dans ce protocole-là, alors on a mis un seuil qui est costaud, parce que pour des chevaux qui vivent en box, il y a certaines fois où c'est pas atteignable, mais l'objectif aussi c'est d'essayer de pousser vers le mieux en fait pour les utilisateurs, d'essayer d'améliorer au maximum pour tendre vers ça. Ce qu'il faut voir, c'est que dans la littérature, on a assez peu de données très concrètes sur est-ce qu'il vaut mieux sortir le cheval une demi-journée une fois par semaine ou alors 1 heure tous les jours de la semaine. Ça, il faut voir qu'on n'a pas ça actuellement. Et c'est un manque quand on veut mettre en place des protocoles comme ça, avec des seuils vraiment très précis. Donc, en lisant la littérature scientifique, un critère qui ressort pas mal, je pense, c'est la quotidienneté des sorties. Et donc c'est sur ça qu'on s'est basé en fait pour mettre ce seuil-là. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'un cheval qui sort tous les jours, même des durées pas très longues, sera préférable à un cheval qui sort une demi-journée, mais une fois tous les 15 jours par exemple. C'est pas impossible que ce soit des choses qui évoluent, parce que de nouveau, la recherche continue, et donc on a de plus en plus d'informations. Mais pour l'instant, c'est le seuil qui a été fixé. Tout à l'heure, on a parlé uniquement d'indicateurs satisfaisants ou non satisfaisants. Dans certaines mesures comme celle-ci, par exemple, on a des niveaux intermédiaires. Et je vous expliquerai comment ils sont pris en compte dans la notation finale, pour en fait essayer d'avoir un maximum, enfin essayer de faire que cette mesure elle s'adapte à un maximum de systèmes et donc que les gens puissent se situer en fait sur cette échelle de non satisfaisant à satisfaisant. Alors dans le grand principe de la bonne santé, là, ça c'est juste pour vous montrer que du coup pour ce grand principe-là, on va avoir beaucoup de mesures sur l'animal, donc on va regarder l'animal et mesurer certaines choses sur l'animal. Dans le protocole, tout est décliné et le plus possible avec des photos justement pour faciliter l'évaluation. Ici, vous avez un exemple avec les lésions qui sont liées au harnachement, en fait, aux commissures des lèvres. Et donc vous avez un score qui est considéré comme satisfaisant, c'est l'absence de blessures, enfin d'atteinte. Et après, en non satisfaisant, il y a plusieurs choses qui sont déclinées. Donc on a les rougeurs, le fait d'avoir des blessures ouvertes, le fait d'avoir des zones qui sont plus dures. Des fois, on a des boules dures à cet endroit-là. Donc ça, le protocole, il guide en fait l'utilisateur vers ce qu'il faut regarder, et le plus possible avec des photos, parce que c'est quand même beaucoup plus parlant. Et dans le dernier grand principe, donc, qui est lié au comportement, là, on a plusieurs types de mesures, et notamment certains tests. Alors, Barbara a insisté tout à l'heure sur le fait que donc il faut que les mesures soient valides, que quand il y ait plusieurs personnes qui la font, les résultats soient les mêmes. Il y a plusieurs critères comme ça. Et le dernier, c'est la faisabilité et le fait que l'évaluateur ne se mette pas en danger quand il fait l'évaluation. Ce n'est pas du tout l'objectif. Et ça, mine de rien, ça pèse son poids dans le choix des mesures qui vont être choisies pour créer des protocoles qui seront accessibles après à tout le monde. Donc il y a par exemple un test de relation humain-animal qui permet de voir en fait, la réaction du cheval à une présence humaine. Il existe aussi la même déclinaison pour les chevaux qui vivent à l'extérieur. Ici c'est la version du cheval en box, mais voilà, il existe la même chose pour le cheval à l'extérieur. Et donc le protocole va expliquer comment se font les tests, comment est le positionnement, vraiment de manière assez précise. Ici vous voyez que les angles sont décrits. Avec un nombre de pas, en fait c'est un test d'approche, hein, donc la personne va approcher l'animal, mais d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce que l'idée c'est qu'en fait chaque personne qui va faire ce test les fasse de la même façon et qu'on ait des résultats après qui se comparent entre eux. Donc ça je vous montrerai après dans l'application. Alors je vais faire un tout petit focus sur un indicateur qui a été ajouté pour le coup, qui était pas... Alors, il y avait certains comportements qui étaient déjà dans le protocole de base du protocole dont je vous parle aujourd'hui, mais pas forcément mesurés de cette façon. Et nous, on en a intégré d'autres. Ça, c'est le travail issu de ma thèse, en partie, où du coup, il a été intégré une observation de 4 grands indicateurs comportementaux que l'on peut considérer comme des révélateurs d'un état de mal-être chez les animaux. Donc, on va les regarder ensemble.
Alors les stéréotypies, ça maintenant je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une stéréotypie, hein, que c'est un comportement répétitif, invariant qui a l'air de servir à rien quand on regarde l'animal. Dans la littérature, c'est très étudié. Il y a beaucoup de liens avec des altérations du système gastro-intestinal, par exemple, des dérèglements du système immunitaire. Ce qui est important ici à garder en tête, c'est que souvent on va considérer un tic, une stéréotypie, comme on va considérer les plus connus, donc par exemple le tic à l'appui, ça tout le monde connaît, le cheval qui prend appui sur une surface et qui ingère de l'air. Ça c'est assez connu, le cheval qui se balance aussi. Mais il faut garder en tête qu'en fait, il existe tout un panel de comportements qui peuvent être considérés comme des stéréotypies parce qu'ils répondent à la définition des stéréotypies. On retrouve beaucoup de choses liées à la bouche, Barbara en a parlé tout à l'heure, donc potentiellement plutôt liées à des problèmes d'alimentation. Donc tous les mouvements répétés, le cheval qui ouvre, qui ferme la bouche. Ici à côté, vous avez peut-être déjà vu les chevaux qui claquent les lèvres de manière répétée. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un comportement qui est répétitif, hein, qui est répété. Et quand on le regarde comme ça, on se demande à quoi il sert en fait. Et c'est vraiment ça. Après, vous avez des choses plus dans le mouvement du corps de manière générale, donc les mouvements comme ça. Ça, il y en a beaucoup aussi. Et les sorties de langue, le fait de sortir sa langue, etc. En fait, ça, il y a des études qui montrent aujourd'hui que c'est assez peu perçu finalement par des détenteurs. Alors pour deux raisons, soit parce que les détenteurs ne connaissent pas ces comportements, ou alors ils les attribuent à du jeu, par exemple. Soit parce qu'il y a un autre phénomène qui peut expliquer ça aussi, c'est que souvent dans une écurie où les conditions ne sont pas adaptées, on va avoir plusieurs chevaux qui vont avoir ces comportements anormaux. Et en fait, il y a une forme d'habituation où on ne voit plus ces signaux-là parce qu'on baigne dedans tous les jours, en fait. Ça, c'est un peu les deux phénomènes. Mais globalement, moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de... On considère ces comportements plutôt comme du jeu, ou comme, voilà, et pas comme un indicateur de mal-être. Alors, on a aussi fait un focus sur l'agressivité envers l'humain. C'est quelque chose qui était déjà dans les protocoles de départ, notamment lorsqu'on fait le test d'approche. On va regarder ça, notamment soit si le cheval a une attitude positive à l'approche, soit s'il est plutôt agressif, soit s'il se retire. C'est un peu les trois grandes catégories de réponses du cheval dans les tests. Et nous, on a aussi intégré une autre façon d'observer l'agressivité parce qu'on a vu que c'était aussi intéressant d'ajouter ça. Je vous expliquerai après comment on fait. Mais pourquoi l'agressivité? Ça, de nouveau, sur le terrain... Alors, il y a peut-être un aspect de personnalité, mais sur le terrain, c'est plutôt considéré que comme ça, alors que dans la littérature scientifique, pour le coup, on commence à avoir beaucoup d'infos sur qu'est-ce qu'il y a derrière l'agressivité d'un cheval. Donc, ça a été lié à des problèmes de pathologie, par exemple les boiteries, des atteintes vertébrales chroniques aussi. Le fait qu'il y ait des douleurs dorsales qui ne passent pas, ça a été lié à une augmentation de l'agressivité envers les humains. Je parle envers les humains, vraiment. À des problèmes de blessures, des problèmes d'engorgement, etc. Et dans ma thèse, on a utilisé une approche aussi avec deux autres disciplines. Donc, l'étude du microbiote intestinal. Vous connaissez tous les micro-organismes qu'on a dans notre système digestif. Chez l'homme, maintenant, on se rend compte des impacts incroyables sur la santé, l'état mental, enfin, de toute cette population. Et chez le cheval aussi, ça commence un peu à se développer. Et nous, on a eu aussi cette approche-là d'étudier le microbiote intestinal des animaux. Et on a aussi regardé le transcriptome, c'est l'expression des gènes. Alors ça, c'est pour faire une image un peu. En fait, on a tous plus ou moins les mêmes gènes. Par contre, en fonction de ce qu'on va vivre, certains gènes vont se réveiller. Alors, il y en a qui peuvent dormir toute la vie. Mais dans certaines conditions, et notamment du mal-être, certains gènes peuvent se réveiller et induire des choses dans le corps, des changements physiologiques. Et ça, aussi chez le cheval, on a vu que, par exemple, des différentes manières de sevrer les animaux entraînaient l'expression ou pas de certains gènes qui, après, pouvaient sensibiliser l'animal aux pathologies, par exemple. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Et dans le cadre de ma thèse, on a fait un lien très, très, très clair entre l'agressivité envers les humains et un état inflammatoire que l'on a vu dans les gènes, justement, les gènes qui étaient liés dans l'inflammation du corps, en fait, étaient activés, ils étaient réveillés. Et dans le microbiote intestinal aussi, on a vu que ces chevaux-là avaient une population de micro-organismes très spécifique
et qui laisse penser que c'était une population qui fragilise l'animal, en fait, qui fragilise la santé de l'animal. Et ça, c'est important parce que en fait, voilà, souvent on peut considérer que l'agressivité c'est une personnalité, que le cheval est grognon, voilà. Nous, on veut vraiment, enfin, on trouve que c'est vraiment très important de dire que non, il n'y a pas que ça, et aussi de dire que finalement, ok, un cheval qui tape, un cheval qui mord, l'agressivité elle est plutôt évidente, mais on a aussi certains signes qui sont beaucoup plus discrets, et par exemple des chevaux qui simplement vont coucher un petit peu les oreilles à l'approche d'un humain. Où on va voir les naseaux qui remontent un peu. Ça c'est déjà des signes d'agressivité, en fait. Alors, Barbara a parlé, elle est passée assez rapidement, mais elle a parlé d'un indicateur qui pourrait révéler un état dépressif. Alors, il faut faire attention avec le terme dépressif, parce qu'on ne peut pas transposer directement des pathologies humaines au cheval, mais il y a beaucoup de signaux qui nous disent « Ah, peut-être que les chevaux peuvent aussi avoir des états dépressifs ». C'est une posture assez particulière, je vous ai mis une photo après. Donc elle a été décrite par l'université de Rennes en France, hein, où on voit en fait les animaux qui, alors à première vue on a l'impression qu'ils dorment, et puis en fait quand on s'approche un peu plus près, on se rend compte qu'il y a des différences déjà dans la posture des animaux. Les chevaux vont avoir l'encolure vraiment très plate, on le voit bien sur le cheval ici. Vraiment dans le prolongement de la ligne du dos, l'encolure est très plate. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est dans la face. Donc les oreilles sont en arrière et fixes. Et dans les yeux, c'est là où il y a la différence majeure avec le repos, c'est qu'en fait les yeux sont ouverts et ils ne clignent pas. Et voilà. Et l'animal ne réagit pas en fait aux stimulations de l'environnement. Donc c'est une forme d'insensibilité à l'environnement. Et ça, on a commencé à faire des liens avec le sommeil. Barbara parlait de l'importance de regarder le sommeil. Et effectivement, on a commencé à avoir des liens entre le fait que certains chevaux qui expriment beaucoup ces postures, on peut parler d'insensibilité à l'environnement, une posture de retrait à l'environnement, ces chevaux-là auraient peut-être un sommeil dégradé, puisqu'en fait, on les voit beaucoup moins souvent couchés. Et il y aurait peut-être aussi un lien avec les coliques, mais ça reste à démontrer. On n'a pas encore assez de données pour dire ça. Et un autre indicateur qui a été intégré en tant qu'état de mal-être, alors c'est peut-être celui qui demande encore le plus de validation, mais au moins le fait que ça soit dans ces protocoles-là, ça permet de se dire en tant qu'utilisateur, ok, je vois cet indicateur, pour l'instant on ne sait pas trop quoi en conclure, mais à garder dans un coin de la tête parce qu'il y a peut-être quelque chose. C'est simplement en fait qu'on a observé des chevaux, donc la posture d'alerte, tout le monde connaît la posture d'alerte, on en voit une là, c'est le cheval qui va avoir l'encolure assez haute, les oreilles, les yeux pointés sur quelque chose dans l'environnement. C'est une posture qui est importante, qui est naturelle, parce que ça va lui permettre de gagner des informations de son environnement et de réagir s'il y a une menace pour lui. Mais ce qu'on a vu, c'est que, je vous disais, tous les chevaux sont dans un même environnement, plus ou moins, mais on va avoir des chevaux qui vont exprimer cette posture tout le temps. Que l'écurie soit agitée ou que l'écurie soit calme, que ce soit le matin ou l'après-midi. Enfin, vraiment, dans tout un tas de situations, on va retrouver des chevaux qui sont toujours dans ces postures-là. Et ça, alors la posture d'alerte en elle-même, dans la littérature, on sait qu'elle est reliée à une réponse physiologique de stress dans le corps. Et du coup, on peut se dire, à chaque fois que le cheval est dans cette posture-là, il a une réponse physiologique de stress. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire sur le long terme? Est-ce que c'est pas un cheval, du coup, qui est peut-être qui est anxieux de manière chronique? Et là, du coup, on bascule dans des altérations du bien-être. Alors, donc ces 4 grands indicateurs dont je viens de parler, en fait, il y a une mesure qui est proposée dans le protocole, et donc l'utilisateur est guidé dans la façon de faire cette mesure-là. En fait, on va faire des scans. C'est une méthode de mesure qui est classique en éthologie, c'est-à-dire qu'on va regarder le cheval pendant quelques secondes, mais on va le faire de manière répétée. C'est ça qui est très important. C'est le fait de répéter en fait les observations. Donc là, il y a un créneau qui est proposé, c'est de regarder pendant 5 minutes une observation toutes les 30 secondes et de regarder si le cheval exprime l'un des 4 indicateurs dont je viens de vous parler. S'il n'en exprime pas, on ne met rien, donc c'est parfait. Et si on a vu quelque chose, donc on le note. Et on répète ça pendant 5 minutes. Alors, pourquoi 5 minutes? En fait, ça a été choisi de manière un peu arbitraire, mais ça fait l'objet d'études de validation. On retombe toujours sur la même chose. Est-ce que la mesure, elle est valide? Donc a priori oui, mais voilà, c'est pas dit que ça évolue encore, qu'on se dise peut-être que un scan toutes les 30 secondes c'est pas suffisant, il faut en faire plus ou il faut en faire moins mais sur une durée plus longue. Vous voyez, ça c'est des choses qui vont à chaque fois s'améliorer.
Et donc bien sûr, ce qui va être considéré comme satisfaisant, c'est que chez aucun des chevaux, on observe ces 4 indicateurs. Ce qui va être considéré comme non satisfaisant, c'est si on voit des stéréotypies, si on voit de l'insensibilité, de l'agressivité. Et je vous disais, la posture d'alerte, on n'a pas défini de seuil encore parce qu'on manque de données scientifiques pour pouvoir le faire. Mais voilà, on l'a quand même intégré parce qu'on s'est dit c'est important, rien que déjà de sensibiliser à cette observation. Et pour terminer, un autre indicateur comportemental qui a été intégré, qui n'était pas forcément dans les protocoles de départ, c'est la position des oreilles quand les chevaux mangent. Ça, c'est un indicateur qui a été proposé par l'Université de Rennes en France, qui semble valide. Donc, de la même façon, on va regarder les oreilles du cheval lorsqu'il mange et on va faire un scan, une observation pendant toutes les 30 secondes pendant 5 minutes. Et ce qui a été fixé comme seuil par l'Université de Rennes, c'est de dire qu'au-delà de 2 scans avec les oreilles en arrière, bon, attention, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. De nouveau, on va continuer à regarder si c'est bien valide, si on peut faire peut-être autrement pour avoir de meilleurs résultats, ça va toujours évoluer. Donc ça, c'est pour vous présenter les résultats finaux, on en parlera beaucoup plus cet après-midi, c'est surtout pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble de manière générale. Donc il ne faut pas avoir peur, en fait, tous les indicateurs sont autour du cercle. Bon, donc il y a un cercle, voilà, il y a un cercle. Donc là, on retrouve la note d'état corporel, le fourrage, ici on a l'hébergement, la santé, et puis le comportement en vert. Donc je vous disais, on a vu qu'il y avait des choses satisfaisantes et non satisfaisantes. Donc ce qui est calculé, c'est pour un groupe de chevaux, combien de chevaux sont satisfaisants. Et c'est ça qui est représenté par la ligne ici, en fait. Donc au centre du cercle, on est à 0% de chevaux satisfaisants, et à 100%, à la périphérie, on est à 100% de chevaux satisfaisants. Donc bien sûr, on comprend que pour qu'on soit dans une situation idéale, il faudrait que le cercle soit parfait, tout autour. Là, on voit que, donc, par exemple, ce critère de la note d'état corporel, et ben, dans ce cadre-là, il y a un peu moins de 80% des chevaux qui sont satisfaisants. On reviendra dessus cet après-midi, je vous présenterai différents résultats dans différentes situations. Alors l'application en elle-même, du coup, donc je viens de vous expliquer que c'était basé sur la définition de l'ANSES du bien-être, mais en fait elle recoupe totalement celle qu'on connaît dans la littérature scientifique. Elle est basée d'ailleurs sur les définitions de la littérature scientifique. Et donc cette application, vous retrouvez les 31 indicateurs qui sont évalués à un instant précis. Ça veut dire que, vous le verrez cet après-midi dans les résultats, c'est toujours intéressant de faire une évaluation à un moment donné et de la refaire quelques jours après, bon, peut-être pas quelques jours, mais quelques semaines après. Voilà. Ou si vous changez une pratique, ça peut être intéressant de la faire avant-après, par exemple. Ça, on en parlera plutôt cet après-midi. Donc c'est un outil qui va compléter ce que l'on a déjà en France, où donc il y a par exemple, vous en avez peut-être entendu parler, il y a une charte du bien-être équin qui a été mise en place par les professionnels de la filière. Ils ont développé du coup une application qui permet de voir si chaque détenteur répond à cette charte du bien-être équin. En fait, il y a déjà d'autres outils qui existent. Cet outil-là, il vient compléter ces outils qui existent déjà parce qu'il propose vraiment des mesures basées sur la science et qui évaluent au maximum, encore une fois, le bien-être plutôt que la bientraitance. Par contre, l'application elle va donner un résultat final, et des fois c'est peut-être un peu violent, vous verrez cet après-midi, mais elle ne va pas donner des conseils pour améliorer. En fait. Ça, il faudra se reporter à d'autres outils. Donc c'est une application qui est totalement gratuite, on va la voir tout de suite. Et ce qui est proposé, c'est que chaque détenteur peut choisir, à la fin de son évaluation, d'envoyer ses données sur une plateforme qui est sécurisée par l'IFCE, alors de manière totalement anonyme. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, ça va nous permettre de toujours améliorer ce protocole, parce que, admettons que par exemple, on récupère les données du terrain, des détenteurs qui acceptent de faire remonter leurs données, on se rend compte qu'on est à 0% de chevaux qui expriment des stéréotypies, par exemple. On va se dire c'est un peu bizarre, parce que dans la littérature scientifique, dans les articles qui sont faits, qui ont été faits dans plein de systèmes et tout ça, on a toujours un certain pourcentage de stéréotypies, par exemple, qu'on va se dire ah bah il y a quelque chose qui ne va pas. Soit la mesure elle n'est pas du tout assez sensible, soit il y a des problèmes d'explication. Enfin voilà, nous ça va toujours nous permettre d'améliorer. Et puis surtout, ça va nous faire ça nous intéresse pour avoir un état des lieux un peu de ce qui se passe sur le terrain. Donc ça c'est proposé, c'est pas du tout obligatoire. Et il est possible aussi d'imprimer les résultats
pour l'afficher dans son exploitation, ça c'est, je ne sais pas en Suisse, mais c'est une demande en France de la part des professionnels, c'est de pouvoir un peu justifier aussi des choses qui sont bien faites. Et cette évaluation, si les résultats sont bons, c'est quelque chose qui est tout à fait possible d'afficher et de communiquer dessus et de créer une communication entre les détenteurs et les clients, par exemple d'un centre équestre, ou de créer une communication autour de ce sujet-là. Alors j'ai quelques diapos pour vous la montrer, l'application, mais en fait je vais plutôt vous la montrer en live avec la tablette. Donc vous allez être guidé, vous êtes guidé dans le fait de renseigner une structure, de rentrer les différents chevaux qui vont être évalués. Je vais vous montrer. On a accès ensuite à un tableau de bord qui regroupe toutes ces mesures-là. Et puis chacune des mesures va pouvoir être mise en place. Donc on va saisir chacun des indicateurs les uns à la suite des autres et on va faire l'évaluation en étant guidé par l'application. Il y a toujours des explications pour faire l'évaluation. Voilà, donc on revient au tableau de bord, je vais vous montrer tout ça. Tous les indicateurs sont compris, hein, les comportements, ceux relatifs plutôt à la santé. Je précise... Enfin, quand même, il faut que je précise que ce n'est pas quelque chose qui remplace la venue d'un vétérinaire, bien sûr, mais c'est quelque chose qui va appuyer en fait, peut-être le fait déjà d'observer certains indicateurs de bien-être que l'on n'observe pas habituellement, et puis d'alerter peut-être au plus tôt, Barbara a parlé de ça, d'alerter au plus tôt pour que le vétérinaire puisse ensuite faire son travail et que ça se passe au mieux pour l'animal. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui remplace les compétences d'un vétérinaire. Voilà, il y a des explications pour chacun des indicateurs, au maximum avec des photos pour pouvoir guider. Ça, je vous disais, c'est le fait qu'on choisisse ou pas d'envoyer ces données à l'IFCE de manière anonyme. Et à la fin, on retombe sur le type de graphique dont je viens de vous parler, où en fait, vous avez tous les indicateurs sur le cercle et le pourcentage de chevaux satisfaisants pour chacun est inscrit. Après, donc, il est possible d'aller voir vraiment dans le détail, là par exemple sur l'alimentation. En fait, vous avez le graphique global, et puis après, vous pouvez aller voir dans les onglets, l'alimentation. Bah là, on voit par exemple que la note d'état corporel, il y a 50% de chevaux qui posent question, donc on va regarder un peu plus précisément ces chevaux-là. Mais on voit que le rythme de distribution du fourrage, il est à 100% bon pour tout le monde. Donc ça permet de cibler un peu les choses qui sont à améliorer. Alors, bon, je vais essayer de vous montrer directement. Je ne sais pas si vous avez des questions en attendant, il faut juste que je fasse une petite manip. Tac. C'est tout un système, mais ça va marcher normalement. Ok. Ça. Voilà. Donc ça, c'est la page d'accueil en fait de l'application, où vous allez pouvoir sélectionner votre structure, mettre le nom. Alors, est-ce qu'il y a la Suisse dans les départements? Je ne suis pas sûre. Il n'y a pas. Bon, et ben, ça sera quelque chose à rajouter. Sélectionner le type d'exploitation. Comme je vous disais, vous verrez tout à l'heure, par exemple, pour des chevaux de course, on va peut-être avoir certains seuils qui vont être modifiés. Pour l'instant, le fait de choisir l'exploitation ne modifie pas les seuils, mais c'est quelque chose qui va être développé. Et ensuite, on va rentrer nos chevaux. Donc là, bon, j'en ai rentré 4. Joy Jumper, Black Beauty, Pile Poil, c'est le cheval de Toy Story. Et Pégase. Donc, Pégase a 40 ans, mais bon. Voilà, vous rentrez vos chevaux. Et ensuite, vous arrivez sur le tableau de bord. Voilà. Donc, vous retrouvez vos chevaux à gauche et puis tous les différents indicateurs à droite. Donc, ils sont mis par catégorie. Le premier, c'est... alors, il n'y a pas d'ordre, hein, vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Le premier, ça va être tout ce qui est indicateur de mal-être, là, les 4 dont on a parlé, les oreilles quand les chevaux mangent. Et après, on a les indicateurs individuels, c'est surtout les petits indicateurs de santé, l'environnement et puis le management des chevaux. Donc, en fonction des indicateurs, si on prend par exemple là le mal-être, donc en fait, sur le tableau de bord, là, ces signes-là, ça veut dire que les chevaux ont déjà été évalués.
et que cela, c'est ce qu'il faut faire. Donc si on prend par exemple le mal-être, donc pour cet indicateur, on peut sélectionner plusieurs chevaux, on peut faire l'évaluation sur plusieurs chevaux à la fois, c'est expliqué à chaque fois. Et ensuite, on va lancer l'évaluation, et on va tomber du coup sur une page où on va rentrer les données. Donc là, à chaque fois, dans toutes les mesures, vous avez le petit i en haut, qui vous rappelle en fait qu'est-ce qu'il y a dans cette mesure-là, qu'est-ce qu'on regarde, comment on le fait, etc. C'est un rappel en fait du protocole en version papier, hein, mais c'est pour que ce soit accessible directement dans l'application. Et ensuite, donc, on va réaliser l'évaluation. Donc là, par exemple, donc, je vous ai dit que c'était une observation qui durait 5 minutes, où on faisait des observations toutes les 30 secondes. Donc, admettons, on est dans l'écurie ou à l'extérieur, on a nos 2 chevaux qui sont là et on va faire l'évaluation. Donc, on regarde les chevaux. Bon, au début, on voit rien, donc on va mettre RAS. J'ai coché RAS pour les 2. Et puis, comme c'est une observation qui se fait toutes les 30 secondes, il y a un chrono qui va se mettre en place. Et puis, on va attendre la fin des 30 secondes et refaire l'évaluation. Il faut voir que, il faut quand même garder en tête que ces observations-là, dans les études scientifiques, ça nous paraît très très peu, mais en fait, on est de nouveau dans un compromis entre faire que ça soit faisable sur le terrain et qu'on ait des résultats qui soient intéressants. Alors les détenteurs disent souvent regarder 5 minutes, c'est un peu long. Ben oui, mais pour regarder le comportement, c'est important d'avoir des durées les plus longues possibles. Donc là, on est sur 5 minutes. Donc là, les 30 secondes sont terminées. On va regarder les 2 chevaux de nouveau. Je vois que Black Beauty, il est en posture d'alerte, donc je vais cocher la posture d'alerte. Et Pégase, on voit rien de spécial. Et puis on relance le chrono, etc. Vous voyez ? En fait, l'application va vraiment guider. Si on regarde un autre indicateur, donc j'abandonne la saisie. Dans les indicateurs individuels, par exemple, donc là, on voit qu'on peut faire qu'un seul cheval à la fois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va falloir aller regarder les petites blessures, les choses comme ça, et on ne peut pas noter plusieurs chevaux en même temps. Donc on va commencer par Jolly Jumper, par exemple. Et là, l'application va nous décliner tous les indicateurs, donc le stress thermique, l'échelle de grimace faciale dont Emmanuela va vous parler, les tests, etc. À chaque fois, vous retrouvez les petits i qui vont vous donner des informations sur comment réaliser le test. Alors, à certains moments, les mesures vont un petit peu être modifiées entre si le cheval vit au box ou à l'extérieur, et ça, quand c'est le cas, ça va vous le proposer. Si par exemple on met le cheval vit en box, ça vous propose certains tests après qui sont différents de si on sélectionne à l'extérieur. Voilà. Donc de nouveau, on a en fait pour tous les indicateurs dont on a parlé tout à l'heure, vous avez toutes les mesures qui sont pré-remplies. Enfin, il faut faire l'évaluation, mais tout est guidé. Et donc à la fin, donc là je pense que ça ne va pas marcher parce que les évaluations ne sont pas complètes pour mes chevaux, mais à la fin vous retrouvez le graphique de résultats dont on a parlé, le cercle là avec les différentes couleurs, et je vous présenterai plus en détail ces résultats cet après-midi. Voilà, je ne sais pas si... Alors si peut-être juste pour terminer, est-ce que quelqu'un veut voir quelque chose sur l'application ? Après, si vous voulez voir des choses particulières, vous pouvez venir me voir, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez... J'ai encore une diapo de conclusion, donc vous me dites. Bon, je termine avec la dernière diapo, alors. Donc pour conclure, en fait, l'idée, comme c'était quelque chose qui venait du terrain, en France en tout cas, il fallait un outil qui soit applicable directement pour les gens sur le terrain. La première chose qu'on a pensé qui était importante, c'était aussi de sensibiliser les détenteurs au bien-être animal. Et par exemple, les indicateurs de comportement, soit ils ne sont pas vraiment connus, soit ils ne sont pas considérés même des fois comme des indicateurs de bien-être ou de mal-être par les praticiens. Donc c'était important au moins qu'il y ait un outil qui soit accessible à tout le monde et qui regroupe tous ces indicateurs et que en fait, tout le monde se rende compte que en fait, évaluer le bien-être, c'est pas si facile et qu'il faut passer par plusieurs types de mesures dans le comportement, dans la santé, etc. Alors ça permet d'évaluer un groupe de chevaux, ça oui c'est important, j'en ai pas parlé, parce qu'en fait, on peut évaluer un cheval seul, il n'y a aucun problème, l'application va donner des résultats, mais vous allez avoir un graphique final, en fait le cheval va être, comme vous avez un cheval, ça va être soit satisfaisant, soit à 0. Et vous allez avoir un graphique qui est très marqué, qui peut être un peu impressionnant, mais en fait qui est lié au fait qu'il n'y a qu'un cheval. Quand on a un groupe de chevaux et qu'on a un cheval qui a un critère qui n'est pas bon, par exemple, ça va ressortir beaucoup moins fort sur le graphique final. Mais voilà, c'est tout à fait possible de faire aussi l'évaluation sur un seul cheval. Il faut juste garder en tête que le graphique final est peut-être un peu à regarder avec
voilà, nuancer l'interprétation de ce graphique-là. Je vous disais, c'est une application qui va faire que... Enfin, voilà, le protocole et puis l'application, elles vont faire que évoluer avec les nouvelles connaissances que l'on va avoir. Ça peut guider dans les choses qui sont à modifier, peut-être, mais encore une fois, ça ne donne pas les choses à modifier. Et ça permet de comparer plusieurs groupes de chevaux, ça je vous en parlerai plus cet après-midi. Voilà, l'application, il faut garder en tête que ça ne donne pas de jugement de valeur, ça va vraiment donner quelque chose de factuel, tant de pourcents de chevaux satisfaisants sur un critère ou pas. Le résultat final n'est pas un score comme on a pu voir au début, où on va classer vraiment l'élevage, enfin, le centre équestre sur une échelle de excellent à non classé. Ça, on n'a pas encore. C'est clairement quelque chose vers lequel il faut aller, mais on a besoin de beaucoup de données et encore de beaucoup de validation de ces critères-là pour le faire. Mais c'est vraiment l'objectif un peu final. Et donc l'objectif pour un utilisateur, ça va être bien sûr, je vous disais, de se rapprocher du cercle parfait, en fait, parce que c'est là où on a les 100% de chevaux satisfaisants pour tous les indicateurs. Voilà, j'ai plus ou moins terminé. Je vous ai enfin, voilà, où mettre les limites, ça c'est... Il faut voilà, garder en tête que c'est quelque chose qui va continuer à évoluer en fonction des nouvelles connaissances. Et calculer des scores, à la fin, ça sera l'objectif final pour avoir quelque chose de très carré, en fait, très factuel. Merci beaucoup, Alice. J'aurais directement une petite question. Est-ce que vous avez prévu une traduction en allemand, oui. par exemple? Oui. Alors, je crois savoir qu'elle est en cours de traduction en polonais. Mais oui, ça c'est tout à fait envisageable. Ouais. Des questions? Merci et bravo pour cette application. J'ai juste une petite question. Est-ce qu'en termes de stéréotypie... Je vous vois pas. Ici, tout à droite au fond. Voilà. En termes de stéréotypie, est-ce que c'est une croyance ou est-ce que vous y croyez aussi qu'il y a un effet de mimétisme? Vous reconnaissez le mimétisme ou pas? Oui, bien sûr. Parce que ça joue un rôle, notamment si vous faites cette évaluation dans une écurie où il y a plusieurs chevaux. Vous avez eu 2 magnifiques vidéos où il y a des chevaux à côté, les uns à côté des autres. Moi, je pense que le mimétisme existe et qu'il y a beaucoup de chevaux qui prennent de mauvaises habitudes en regardant le collègue. C'est très couramment dit par les détenteurs sur le terrain. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Et au niveau scientifique, ça n'a jamais pu être montré, en fait. Ce qui a été montré, plutôt, c'est que... Alors, de mémoire, il y a une publication qui pourrait supposer le fait qu'il y ait cet effet de mimétisme, sauf que quand on regarde dans les stéréotypies, on voit que, par exemple, le cheval qui exprimait une stéréotypie au départ, c'était un tic à l'appui, et le cheval qui a développé à côté, c'était un tic à l'ours, en fait, une autre stéréotypie. Donc, alors je laisse mes collègues confirmer, mais a priori, non, il n'y aurait pas d'effet de mimétisme. On suppose que les chevaux ne seraient pas capables de faire ça, en fait, de mimer. Mais par contre, la raison, c'est que s'il y a plusieurs chevaux qui vont exprimer une stéréotypie dans une écurie, c'est plutôt regarder les conditions globales d'hébergement et qu'on ait en fait quelque chose qui ne va pas et qui convient pas à tous les chevaux. C'est plutôt ça qu'il faut voir. Mais c'est vrai que ça revient très souvent... ça là, que les chevaux pourraient apprendre un tic d'un autre cheval, mais ça n'a jamais été montré scientifiquement. Encore des questions? Moi, c'est vraiment sur l'application elle-même que j'ai une question. Donc, c'est pour l'évaluation du système d'hébergement d'une écurie. Mais est-ce que dans les résultats, on a moyen de voir aussi, comme vous disiez, si on fait sur un seul cheval, les résultats seront... Est-ce que si on fait sur toute l'écurie, on a le moyen de voir si, par exemple, globalement, ça va, mais qu'il y a un cheval pour qui ça ne convient pas du tout? Oui. Ça ressort dans l'application? Oui, alors pas dans l'application. Dans l'application, vous allez avoir le graphique global de l'écurie et pour chaque critère, le pourcentage de chevaux satisfaisants. Donc là, on ne sait pas si, par exemple, c'est Jolly Jumper qui ne va pas bien. Mais dans la sortie des résultats, il y a ce que je disais, les PDF qu'on peut imprimer et afficher. Là, on peut avoir accès aux données individuelles. Mais sinon, il suffit, en fait, on peut revenir dans l'application et voir quel cheval... c'est assez facile de revenir en arrière.
Mais non, l'objectif, c'était de donner plutôt un aperçu global, en fait, à l'échelle de la structure. Ah. I have just more a curiosity. How are the threshold calculated? Ah, alors, je peux répondre en français. I can speak in French. Les seuils... alors, quand on a des seuils disponibles dans la littérature scientifique, on va les prendre, mais la plupart n'ont pas de base scientifique. Et c'est pour ça que dans les calculs de validation, etc., c'est encore en cours et on essaie de voir s'il n'y a pas moyen de voir les seuils les plus fiables possibles. Et c'est certain qu'il y a des seuils qui vont varier en fonction des populations de chevaux, par exemple. Oui, voilà. C'est un mix entre la science et puis le fait d'avoir quelque chose qui ressorte sur le terrain. Mais du coup, les mesures l'évaluation de la fiabilité, de la sensibilité, tout ça, ça c'est encore en cours et on teste voir s'il n'y a pas moyen d'avoir des seuils qui sont plus précis ou ce genre de choses. Mais ça, moi, je serais très intéressée d'en discuter avec vous sur ça. Parce que c'est pas facile du tout. Et vous verrez les résultats cet après-midi. Il y a des seuils qui ne conviennent pas pour des chevaux de course, par exemple. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup.